Bienvenue à tous sur le Brap Show, ça c'est le shot. Ouais, c'est un 250 de temps ça. Ouais. Un peu grave là. Épisode 16 du Brap Show. Et le dernier épisode de la saison, on va en faire d'autres, mais de la saison officielle, disons, c'est la fin, c'est le dernier. Tu te rends compte quand même qu'on a fait 16 épisodes cette année du coup. Purée. 1er janvier, tu me disais c'est quoi tes résolutions et tout. J'aurais jamais dit ouais je vais faire au moins 16 épisodes de podcast, tu vois. Bah non, comme tout le monde, c'est un régime, aller courir le matin, 5h du mat, voilà. C'est ça les résolutions d'une nouvelle année. Bon, Clément, Mr. Brap, 13 500 abonnés sur TikTok. 600. T'es passé à 600? Ouais. Ouah, et c'est 100 de plus chaque semaine. Attends. Ah ouais, 13 600. Ouais. Ok. Parce que je pense que la semaine prochaine, on a 13 700. Ouais, mais c'est fou, c'est une croissance exponentielle. Ça va. Wow. On est en direct sur TikTok. On a 7 spectateurs actuellement. C'est fabuleux. Merci à vous de nous suivre. Merci Clément d'être là. Merci à MGT de nous supporter depuis le début. Bon, Clément va bien à part son pouce gauche. Donc ça, c'est les résultats retrouvés entre potes à Crisol la semaine dernière. Nous, on va parler effectivement SMX Las Vegas, la finale du championnat. On va revenir un petit peu aussi tout simplement sur l'année. Ce qu'on attend pour l'année 2025, et on va aussi quand même un petit peu parler motocross des nations parce que en plus clairement en fait les événements de cette finale ont impacté encore l'équipe américaine. Mais on va commencer par notre petit champion 250, champion 2024 motocross, 2 fois champion super motocross maintenant, Hayden Deegan, qui a fait une année quand même une année de fou. Et ma question pour toi, c'était est-ce que cette année, tu t'y attendais? Est-ce que c'était attendu ou est-ce que tu es surpris au final de l'année de Hayden Deegan? Je m'y attendais un peu. Je pense qu'on avait parlé dans les premiers podcasts là où on se disait qu'avec Hunter qui montait, il y avait Justin Cooper en motocross aussi l'année dernière qui montait. Il restait Shimoda. Mais bon, Shimoda, enfin moi j'ai jamais vu comme quelqu'un qui va tout tuer, tu vois, qui progresse petit à petit. Et encore cette année, ça a quand même été assez flou quoi la progression. Je pense qu'il y en a pas eu en fait. C'est la même chose que l'année dernière. Voilà, il a un peu galéré, mais sinon ouais, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à ce que ce soit un grand favori. J'ai été surpris, mais dans le mauvais sens par rapport au Supercross. Je m'attendais à ce qu'il soit meilleur en Supercross et à ce qu'il soit à la limite, tu vois, si c'est passé en motocross, que ça se passe en Supercross plutôt, et inversement en motocross, notamment avec la rivalité avec Vial, tu vois, je m'attendais pas à ce que Vial du coup soit si bon par rapport à lui en Supercross, et qu'à l'inverse en motocross il y ait plus match, et au final ça a été carrément l'inverse, donc un peu surpris de pas le voir meilleur que ça en Supercross en fait, bien qu'il ait été très très bon, hein. Et surpris par contre qu'il a été aussi bon sur la fin de saison en motocross, et là après sur le CMX du coup c'était plus trop une surprise après la saison de motocross, je m'y attendais un petit peu, mais c'est plus la surprise, l'écart entre les deux quoi, grosse performance en motocross et un peu en dessous de ce que j'attendais en supercross. Ben c'est vrai que après avoir vu toute l'année, moi je suis pas surpris non plus. Enfin on arrive là au mois de septembre et Hayden Deegan il a 2 titres sur 3. Je suis pas surpris, mais tu m'aurais dit en janvier, Deegan il va faire 2 du supercross, gagner l'outdoor, gagner le super motocross. J'aurais pas été plus surpris que ça, mais là où ça me surprend en fait c'est dans la manière, c'est qu'il y a vraiment eu un manque de parité. Enfin dès la deuxième épreuve de l'outdoor en fait. Autant sur la première il a eu Kitchen qui l'a titillé un petit peu, mais alors après il a montré que c'est lui qui contrôlait vraiment la catégorie. Et c'était encore pareil là pour le super motocross. Enfin la première épreuve il remonte à chaque fois de la 10e place à la première et il a même pas besoin de toutes les 20 minutes pour le faire. 2 all shots et donc des victoires relativement faciles la semaine dernière. Puis là bon Pierce Brown a été chaud surtout en deuxième manche, mais après voilà, enfin Hayden il a contrôlé et puis il avait tous les points d'avance et puis triple point ou pas triple point il gagnait le titre à la main quoi. Et ouais, et du coup l'année prochaine qu'est-ce que t'attends d'Hayden Deegan l'année prochaine? Bah là je m'attends à ce qu'il se bouge les fesses quand même en supercross cet hiver, parce que je pense qu'il s'est pris une claque hein, lui en supercross. Je te dis déjà dans sa façon dont il est arrivé, il se croyait au-dessus de tout le monde. Tout ce qui lui arrivait, il se permettait de faire des grands gestes et tout. Quand, enfin, tu sais, c'est toujours comme ça, genre, enfin, c'est pareil. Bon, après, il faisait des grands gestes à Tom Vial, tu vois.
Mais je pense Mais pas que Amaker et lui est tombé dessus quand lui a coupé le chemin sur Amaker et qu'ils se sont accrochés tous les deux, pareil, il râlait encore. Ouais, c'est pareil, Amaker, c'est un mec, il a gagné peut-être une finale en Supercross, mais je suis même pas sûr. Ouais, mais du coup, tu vois. Mais tu vois, un Faulkner, je pense qu'il aurait pas fait le malin comme ça avec un Faulkner. Ben, je sais pas. Qui a plus d'ancienneté dans la catégorie, qui a quand même des victoires et un statut un peu établi quand même. Non, mais au début de saison, tu vois, je pense pas. Moi, à mon avis, il est arrivé en mode, voilà, c'est pareil, genre Faulkner, je te respecte même pas, ça fait 10 ans que de toute façon, on sait que tu as blessé au bout de 3 épreuves. Enfin, tu vois, genre, à mon avis, il arrivait dans cet état d'esprit. Oui, il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit, évidemment, mais genre, dans sa tête, c'était ça, tu vois, il l'aurait pas respecté pareil, genre, ce serait avec lui qui se serait accroché au départ. Voilà, il aurait pété le seum pareil. Et ouais, comme si, justement, et ça, c'est un truc, tu te permets pas quand le mec, tu vois, il est au-dessus, enfin, je sais pas, tu vois, t'imagines, tu montes en 4,50, là, je le vois monter en 4,50, il s'accroche avec un Thomas, un Roxen. Je sais pas, tu vas pas faire le fou, justement, c'est les tontons de la classe, qui ont gagné, je sais pas combien, enfin, pour l'instant, tu leur dois le respect, tu vois, et en vrai, tu leur dois le respect tout le temps, tu vois, mais c'est vrai que cette attitude-là, tu l'as, voilà, quand t'es un petit merdeux, tu te crois au-dessus de tout le monde, et respecter personne, là, clairement, tu vois, je pense que, mais même dans ses interviews, franchement, non, moi, le personnage, autant que, tu vois, pareil, quand il était en 85, je veux dire, je regardais ses vidéos, je me suis dit un peu comme Sensei Rouleau, ça va être stylé quand il va monter tout ça. J'avais hâte de le voir, etc. J'étais content et tout. Mais quand j'ai vu son attitude, moi, après, sur les interviews avec les autres pilotes, etc., en Supercross, là, il commençait à me dégoûter, quoi. Et au final, il s'est un peu rabaissé dans ses interviews, justement, il commençait à se calmer aussi, à féliciter les autres pilotes et tout. Donc bon, à mon avis, c'est pareil, c'était une facette, hein, c'est un peu un coup sur deux, lui, hein. C'est quand le mec, il aime bien, ben, je le félicite et tout. Enfin, voilà. Bref. Et je pense qu'il s'est pris une claque, du coup. Il s'attendait pas à le perdre de Supercross, tu vois. Et encore moins face à Vial qui, sa première année, il a montré des bonnes choses, mais voilà, le temps d'adaptation, etc. Enfin, je pense pour lui, il avait le dessus un peu à tous les niveaux, quoi, que ce soit techniquement, sur le fait d'avoir beaucoup plus d'expérience que lui en Supercross, d'être là aux États-Unis sur son terre-terre, etc., d'avoir déjà des millions d'abonnés sur Insta et tout. D'avoir une yam. Et qu'au final, il l'a perdu, quoi. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est vrai que Vial, on dit qu'il était toujours dans les bonnes positions au bon moment, etc., tu vois, il était assez opportuniste. Mais en soi, pas trop face à Digan, parce que ouais, il était dans une situation à la première épreuve, tous les deux ça. au départ. Et il l'a battu plus d'une fois à la régulière aussi. En termes de chrono, aux essais aussi, c'était souvent très serré entre les deux, chose qui ne l'était pas quand même, il me semble, à sa première année, Vial. Donc ouais, face à Digan, il l'a pas volé. Après, McAdoo, voilà, qui au final perd la Pac Rouge en se blessant, et Faulkner, même chose. C'est un peu différent, mais pas face à Digan. Donc je pense que Digan, ouais, en plus, voilà, non seulement il a perdu face à Vial, mais en réalité, il y avait McAdoo et Faulkner qui étaient là aussi et devant. Donc si les deux, on les avait gardés dans le championnat, ça aurait pu être 2 ou 4, quoi, ou 5, son résultat. Non, 4. À qui? À Digan, avec Vial, Faulkner, McAdoo et donc potentiellement Digan 4. Après, voilà, ça se fait quand même entre 4, mais... Et lui, pourtant, après la dernière épreuve, là, dans l'émission d'après-course, il dit qu'il s'y attendait pas forcément et que l'objectif, c'était plus de déjà aller chercher les premières victoires de course cette année et les championnats, il voyait plutôt ça l'année prochaine et que du coup, il s'attendait pas à gagner 2 titres encore cette année. Tu penses que il a dit ça là? Ouais, il a dit ça juste après avoir gagné le SMX, là, tu sais, sur le plateau avec Adam Cincerulo, Justin Brighton. Ouais, moi j'avais pas compris ça justement. J'avais compris qu'il avait dit, il parlait de l'année dernière en disant que c'était une année d'apprentissage, etc. et que cette année c'était son année des championnats, quoi. Ah, il me semble qu'il disait que cette année encore, enfin l'année dernière c'était une année prochaine, mais cette année c'était plus enchaîner les podiums et obtenir quelques victoires et pouvoir attaquer pour le titre l'année prochaine, quoi. Ok. Après, il dit ça, mais il a gagné déjà le titre SMX l'année dernière. Alors oui, c'est parce que Hunter il s'est sorti à la dernière épreuve et que du coup il s'est retrouvé. Mais bon, faut quand même être là pour le faire, quoi. C'est le même cas que pour Vial gagner le SX cette année et même cas que pour Sexton en outdoor ou tout ça, quoi. C'est pas parce qu'il y en a un qui tombe que t'es moins déméritant. Ouais. C'est plus bien capté en tout cas. Mais donc oui, je trouve ça bizarre qu'ils disent aussi, je trouve ça aussi bizarre qu'ils disent qu'ils partaient pas forcément pour aller chercher des titres cette année. C'est peut-être encore sa version de faire preuve d'un peu d'humilité. Ouais, non, moi je suis sûr que c'était pas ça son idée. Et ça se voyait aussi, voilà, dans son attitude dans le Supercross au début. Enfin, quand tu viens pour apprendre dans ces cas-là,
Ouais, je sais pas, tu te comportes pas comme tu l'as fait. Si t'es là, si ton objectif c'est juste voilà d'apprendre, d'acquérir de l'expérience. Après, c'est vrai qu'il avait pas encore gagné en en Supercross, mais il était pas passé très très loin non plus à sa première année. Et et ouais, en plus ceux qui étaient devant justement qui montaient, donc ça laissait un peu plus de place, plus un hiver de préparation, etc. C'était un peu dans la logique que la première victoire arrive et qu'il soit là pour le championnat, quoi. Eden Digan, lui, il fait pas les nations. Alors bon, il dit que c'est pour son poignet, parce qu'il doit retirer les vis. Mais dans la communauté aux États-Unis, il y en a beaucoup qui semblent dire que c'est un peu une excuse bidon parce qu'il a juste pas envie de le faire. Alors, toi, si si le top pilote 250 français avait juste pas envie de le faire, t'aurais les boules ou tu te dirais, écoute, ils ont une grosse saison, il a le droit de pas vouloir faire les nations? Non, mais qu'il l'assume. Moi, j'aime bien l'honnêteté quand même. Donc au moins, assume-le. Tu vois, grosse saison, on fait plein de courses. Enfin, les mecs, ils le disent en conférence de presse. Jet Lawrence, il le disait. Sexton aussi, qu'ils faisaient énormément de courses, que c'était épuisant et que c'était trop, en fait. Qu'ils aimeraient en avoir moins. Donc tu peux comprendre quand au final, on te demande de faire une course, même si voilà, pour le prestige, enfin, c'est un événement qui, même, je pense, en tant que pilote, ils auraient que 5 courses dans l'année et tous les jours, ils vont la faire, même s'ils gagnent rien à la faire, tu vois, qu'il y a pas beaucoup d'oseille à prendre. Je pense qu'il serait là pour le faire parce que bah effectivement enfin il y a quand même toute une ambiance un truc particulier à rouler un peu par équipe se confronter à d'autres justement du GP, donc je pense que eux aussi ils kiffent ça en tant que pilote comme nous en tant que spectateurs, mais ouais du coup tu le dis et nous on a déjà des pilotes qui l'ont dit, ouais je suis pas sûr parce que voilà je crois que Ferrandis il a déjà dit une fois c'est chaud parce qu'on a une longue saison et tout pour la préparation de l'année suivante, etc. C'est compliqué, donc voilà, tu le dis au moins, tu ne sors pas effectivement, ouais, faut que j'enlève des vis, alors que le mec, regarde comment il roule, garde-les tes vis alors, hein, parce que comme ça roule, prends pas le risque, quoi. Qu'est-ce qui nous arrive sur le live? Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre des personnes mal à l'aise et a été restreint. Motif, alcool, tabac et drogue. Ah bon? Pourquoi vous parlez de comment? On n'a rien parlé de tout ça, mais bon, c'est pas grave. Eh ben, les gars, bouge. Ah, on a un commentaire de Johan qui nous dit Shimoda aussi est absent, c'est bien dommage. Ouais, on en a parlé un peu au début, justement. On disait que Shimoda est passé un peu à côté cette année. On s'attendait à le voir quand même mieux que ça, quoi. Bah ouais, Shimoda, j'attendais vraiment, on peut en parler un petit peu plus, hein, mais j'attendais vraiment, en fait, que la progression, l'année dernière, il y avait une petite progression par rapport à l'année d'avant, qu'il y avait déjà une progression assez lente et constante chez Shimoda. Et là, en repassant chez Honda, je pensais qu'il allait quand même continuer dans la lignée. Et, en fait, le changement chez Honda, je voyais ça comme sans impact. Parce que, bon, il retournait, ok, chez Honda, chez qui il était déjà avant, les mêmes teammates que quand il était chez Geico. Mais le matériel n'est ni moins bon ni meilleur, je pense, que chez Pro Circuit. Parce qu'en fin d'année, Pro Circuit, ils disaient que leur moto, elle marchait vraiment bien. Et je pensais pas qu'il allait forcément gagner un titre, mais qu'il serait vraiment dans la conversation et qu'il gagnerait plusieurs courses dans l'année. Et au final, il a gagné un Supercross, puis c'est tout. Ouais. Ouais, puis il nous dit Johan à Paris, il semblait vraiment fort, bien dommage. Ouais. Ouais, bon après à Paris, il y avait pas trop de concurrence non plus, hein. On a vu Vial qui semblait très pas fort lui pour le coup, hein, qui s'était fait manger par Bourdon et tout, on se souvient, donc un peu compliqué pour Vial, et du coup à part ça, effectivement, il y avait pas vraiment non plus pour concurrencer Shimoda, donc forcément face aux autres, ouais, c'est pas la même compétition. Il mettait la piquette, voilà, et puis après il est toujours propre aussi techniquement et tout, donc c'est vrai qu'à regarder rouler, ça allait vite, c'était propre, il y avait pas d'erreur, c'était nickel. Mais c'est sûr qu'après, quand tu le mets sur le plateau face à tous les autres aussi aux US, c'est un peu différent. Et effectivement, ouais, c'est bizarre. J'ai pas trop de mots à mettre. Après, quand le mec il passe la 2 à 30 secondes du départ, c'est moins surprenant qu'il fume la moto au premier tour de la finale à San Francisco, quoi. Ça, c'est des trucs, c'est fou, quoi. Fumer la moto, même pas un tour. Ouais, bah après, je pense que, enfin, c'est pas juste une question du départ. À mon avis, les gars, déjà, là-bas, c'est une culture très embrayage quand même. Ça roule beaucoup à l'embrayage. Et tu sais que dans la boue, bah, c'est mieux de rouler un rapport au-dessus. Donc forcément, bah, pour regarder la moto quand même, voilà, éviter de caler ou quoi, ou pour la relancer un peu, bah, tu doses à l'embrayage, comme ils le font déjà quand, sur des bonnes conditions. Donc à mon avis, ouais, et puis voilà, quand ils gèrent l'embrayage, c'est pas juste comme ça, ils doivent te mettre à fond et vraiment brider la moto en fait avec l'embrayage pour trouver de la traction. Hein. Mais non, parce que si je me remémore bien la piste, parce que en plus je joue parfois dessus sur l'émission sa télé, la moto elle a fait 4 virages. Hein.
Ouais. Donc vous voyez les gars, les motos d'usine, c'est pas ce qu'il y a de mieux, tout ça pour dire. Ah bah c'est pas ce qu'il y a de plus résistant en tout cas. Hein. De toute façon en général, plus tu augmentes la performance, c'est pareil. Hein. Quand tu commences à avoir un moteur de compète et tout, les pistons, ça va beaucoup plus vite que quand tu gardes une base d'origine et plus ou moins solide. Ouais. Et Johan, Kitchen décevant aussi, il a baissé de rythme par rapport au début de saison. Bah c'est vrai que Kitchen, pour le coup, lui, il m'a surpris en Supercross. La progression que j'ai vue chez Kitchen, en fait, je l'attendais chez Shimoda, clairement. Et par contre, c'est vrai que même le motocross, le motocross, ça a été vraiment en dents de scie quoi aussi. Oui, mais le début en déclin, parce que la première épreuve c'était très bien, la deuxième épreuve c'était pas trop mal, il me semble. Et après, il a été trou là. Et après, il était complètement absent. Et sur la fin, il a gagné 3 des 4 dernières épreuves, il me semble. Ouais, je crois qu'il avait fait 3 d'affilée justement. Ou 2 des 3 avant-dernières, je sais plus, parce qu'il s'est fait mal un peu au genou. Alors c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu mal au genou à Ironman dans une chute. Alors est-ce qu'il était encore diminué pour le super motocross et les playoffs ou pas? C'est vrai que j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il a encore été... à Charlotte, il a premier SMX, il a fait une bonne deuxième manche, même s'il s'est fait avoir par Digan comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'après ça, transparent, quoi. Ce week-end, on a plus vu Ty Masterpool que Levi Kitchen en Kawasaki. Ouais. Bah, Ty Masterpool, ça va être intéressant aussi à voir l'année prochaine. Ça, je me languis. Ouais, pour le motocross, je pense en supercross, ça va quand même être difficile. Enfin, là, il va vraiment falloir bosser en supercross parce qu'on voit que dès qu'il y a un enchaînement de supercross, enfin, tu vois, le 4x4, il n'arrivait pas à le sortir. C'est vrai. Au bout de 3 tours, il n'arrivait plus à le sortir. En première manche, il le faisait pas non plus? Et ben, il le faisait, je crois, au début. Ouais. Et après, il s'est arrêté de le faire aussi. Donc, je sais pas, peut-être ça commence à glisser ou lui aussi physiquement peut-être un peu diminué parce qu'on l'a souvent vu aussi lâcher un peu sur la fin. En motocross, il disait que c'est parce qu'il il manquait de préparation physique justement, donc qu'il s'y attendait. Mais bon, là, on arrive au SMI quand même. S'il y a encore un manque de préparation physique, je comprends pas trop moi combien de temps il lui faut pour être prêt. Mais en tout cas, ouais, on voit que le Supercross, l'enchaînement, le 4x4, il avait du mal. Par contre, après, il se régalait sur les parties motocross. Là, on l'a vu quand il est parti premier en deuxième manche. Le petit extérieur tout debout, là. Oh là là. C'est beau quand même, c'est beau. Et puis ça va vite en plus. Vous regardez les podcasts de David Villemain. Bah moi pour ma part, j'ai un peu plus de mal à les suivre là avec le boulot, nos podcasts, etc. Donc c'est 1 sur 3. Mais moi je les suis, je les vois presque tous les podcasts. Moi DV, j'adorais regarder rouler et j'adore l'écouter aussi. Hein. Ce qu'il dit pour moi, c'est parole d'évangile. J'écoute tout et je dis d'accord. Oui monsieur. On va parler un peu de l'année de Tom Vialle parce que c'est très paradoxal, je trouve, parce qu'il est quand même champion SX, deuxième MX, deuxième SMX, et pourtant, on est déçu. Je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu. Ah ouais, je suis beaucoup quand même. Alors que, enfin, si on fait le bilan juste sur le papier, c'est quand même une très bonne année. Ouais, mais du coup, c'est que sa deuxième année aux États-Unis. Je suis même presque déçu qu'il ait gagné le Supercross, parce que je te dis, avec cette règle du coup où il peut défendre l'année prochaine. Et s'il regagne le Supercross, du coup, là, avec la nouvelle règle, s'il regagne obligatoirement 2026 450, par contre, s'il perdait l'année prochaine le titre SX, il a le droit de rester en 250. Autant qu'il veut ou juste pour 2026 une troisième année peut-être juste pour 2026. Ouais. Bon, ça, à la limite. Mais du coup, tu vois, je vous souhaite pas de perdre le titre Supercross l'année prochaine. Ça serait beau, un back-to-back, tu vois. Je sais pas pour quel côté il va partir, mais alors, par contre. Il a dit sur le Big qu'il voulait être dans la même côte que Digan. Ah ouais? Alors, ça c'est cool quand même, c'est il est déter pour se préparer cet hiver et tout, et il a envie de battre Digan à la régulière, tu vois. Il ne fuit pas le challenge. Ouais, ok. Ouais, c'est cool alors. Et lui-même disait aussi que, en fait, en motocross, il pense qu'il y a moyen de faire mieux et même beaucoup mieux. Ouais. Donc ouais, forcément, tu vois, moi ça m'inquiète un peu pour la suite là, parce qu'au début il y avait au final les règles de une fois qu'il a gagné, il peut juste défendre l'année suivante et après quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, c'est 4,50. Avant c'était ça la règle. Donc au moment où il l'a gagné, je me suis dit merde. C'est après le motocross que je me suis dit merde, surtout parce que quand tu vois le motocross et l'ascension de Digan au final, tu te dis j'ai peur, il lui reste l'année prochaine en 250, en 450 qui va le signer quoi, tu vois, parce que Plessinger, je sais pas ce qu'il en est, mais voilà, c'est trop tôt pour en parler et l'envisager, mais moi ça m'inquiétait un petit peu de ce point de vue-là. Et après voilà, en termes de résultats, c'est vrai que je m'attendais plus à ce qu'il fasse 2 en Supercross à la limite, premier en outdoor forcément en venant d'Europe, en ayant fait des IGP etc.
et n'ayant jamais roulé en fait en supercross avant ça, quoi. C'est vrai que tu t'attendais à ce que ce soit pas dans ce sens-là. Et au final, bon, bah, ça l'a été. Et c'est vrai que c'est décevant, mais parce que il a pas été au niveau de gagner, quoi, en fait. Ni en SMX, ni en outdoor, il a pas été au niveau de gagner. Alors, il y a quelques fois, il en était proche, où il y a eu un peu match, mais c'est souvent mis par terre, et c'est un peu parce que justement, il roulait au-dessus de ses pompes. Et tu te dis que, bon, Digan, tu le vois toujours à fond, donc tu penses quand même qu'il est à 100%. Mais ouais, c'est vrai que tu te dis qu'il y avait quand même un gap entre les deux, et que là, bah, il en manque. Donc tu souhaites juste de faire, voilà, un gros hiver. C'est cool, en tout cas, qu'il soit déter, justement, à rouler face à Digan, parce que c'est vrai que je pense que Digan, je trouve que, après, voilà, parce que grande gueule, etc., je pense qu'il avait l'ascendant, psychologique, tu vois, sur Vial, qui fait tout gentil, qui parle pas, qui se battrait pas, machin, enfin, voilà. Et on a déjà entendu, justement, bah, Muscat qui nous disait que Digan, parfois, il allait le voir en supercross, il allait lui dire des trucs, enfin, tu vois, genre, il cherchait à rentrer dans sa tête et à chercher Vial, à le déconcentrer, quoi. Donc je m'attendais à ce que Vial soit pas trop son terrain de jeu, et bon, d'ailleurs, il a jamais trop répondu à ça. Mais voilà, par contre, qui fuit pas en mode, ouais, ben moi, je vais faire mon truc, voilà, lui, il va aller faire son trash talk, avec, sur une autre côte. Moi, je vais me concentrer toujours à progresser. Enfin, le but, évidemment, c'est d'aller plus vite et de progresser. Mais je vais m'écarter un peu de ça, tu vois, pour pouvoir rester dans mon truc et tout. Donc, qu'il veuille, au final, non, je vais aller contre lui et tout, c'est cool, ça. Ouais. Et bah, Johan, en tout cas, est d'accord avec nous et avec toi que on s'attendait à mieux, en fait, en outdoor. Mais après, c'est ce que j'ai dit un petit peu à mi-chemin pendant la saison, enfin plus vers la fin de saison outdoor. Tom, il roulait peut-être bien, et juste Digan, il est plus fort, quoi. Alors, quand t'es au milieu de la saison, c'est dur après, tu vois, quand il y a cet écart de niveau, d'aller le compenser en plein milieu de saison. Là, au moins, il va pouvoir faire une prépa en fonction. Je pense qu'il va aussi partir du principe que Digan va également progresser. Après, tu dis Digan, il est tout le temps à fond, et ça me fait penser à un truc que j'ai entendu dans un des podcasts d'avant-course, où il y avait notamment Stewart, Carmichael et quelques journalistes. Et ils étaient souvent en train de taquiner Stewart parce que tout le temps super rapide, mais souvent aussi par terre. Et Digan, pas souvent par terre, en fait, au final. En motocross, il y a eu quelques fois, là, tu vois, dans des ornières, mais où il avait beaucoup d'avance. Donc, au final, même à la dernière épreuve, je crois que ça lui est arrivé. Dans une ornière, il tombe, tu vois, mais il avait plein d'avance. Donc, ou pour gagner le titre, je sais plus, c'était pas la dernière épreuve, que ça lui est arrivé, mais il était devant avec, peut-être une quinzaine de secondes d'avance. Oui, à Butts Creek, c'est voilà, vrai, il disait qu'il voulait leur mettre 30 secondes, puis il est tombé. Voilà. Ça lui est arrivé quelques fois en motocross, mais c'est vrai que là, par exemple, en SMX, enfin, ouais, c'est quand même, et puis c'était des petites chutes, quoi, non plus, enfin. À part celle de Hangtown, c'était ouais, l'ensemble voilà, des petites chutes. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai qu'il tombe pas énormément non plus, ou alors des petites chutes, des petites glissades, des trucs comme ça, mais pas de gros volumes, enfin, c'est pareil, la dernière fois, ouais, c'est pas celle-ci, dont tu parlais, mais quand il est tombé avec la moto du retardataire, il en a pris une bonne aussi, mais bon, là, c'est malgré lui, pour le coup. Là, il est vraiment pour rien. Ouais. Voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'il tombe pas énormément non plus, ou pas de gros volumes, en tout cas. Ouais. Johan, il nous parle de IMAS, belle surprise, et oui, super style, grosse vitesse. Ça tombe bien, je voulais en parler. Les 250 pour 2025, tu t'attends à quoi? En supercross, motocross? Pour l'année 2025. En supercross, je m'attends à ce que IMAS, il a déjà fait podium là cette année en supercross. Et non, je crois pas. Hein. Supercross, donc il venait de se refaire mal au genou pour le début du supercross, donc ça a démarré lentement quand même. Ouais, donc je m'attends à le voir mieux en supercross, je pense, sur des podiums. Et en motocross, se battre peut-être pour... alors des victoires, après il en a déjà eu, pour le coup il en a gagné au moins une. Il a gagné une épreuve. Donc voilà, peut-être en gagner un peu plus en motocross. Après pour le titre, je sais pas, parce que là c'est vrai que pour l'instant c'est encore assez irrégulier pour le coup. Ces résultats, il y a des fois où il est très bon, des fois on voit aussi que quand il part devant, il est bon, il est dedans. Quand il part derrière, on le voit rarement faire grosse remontée et finir devant. Donc ouais, je l'attends encore un peu mieux que ça. Et ouais, j'ai l'impression qu'il a une progression pareil assez linéaire, mais quand même un peu plus rapide que celle de Shimoda pour le coup, parce que c'est vrai que moi, avant cette année, Aimas, je connaissais pas. Ouais, Aimas, moi, donc, je m'attends à le voir dans la discussion pour des victoires en supercross.
Et si tout se passe bien en Supercross, qu'il se fait pas mal et tout, ou qu'il est à 100%, pour le titre outdoor, peut-être. Après, je pense que ça risque de faire genre, tu sais, c'est toujours un peu comme ça. Avant que le championnat commence, tu vois 3-4 gars qui pourraient gagner le titre. Puis bon, après 3 épreuves, Digan, il en a gagné 2 sur 3. Il y a un mec qui a déjà perdu 15 points parce qu'il s'est mis par terre sur un départ et ça devient compliqué, quoi. Ouais. Mais même au niveau de la catégorie 250 de manière générale, tu attends quoi? Genre, qui va gagner des titres? Tu vois, il y a 2 titres Supercross à distribuer, un titre outdoor et un titre SMX. Oh là, il faut reconsidérer tout le monde, ceux qui reviennent de blessures et tout, là. Hampshire qui remplit en Supercross en 250. Ouais. Alors voilà, par exemple, Hampshire, est-ce que Hampshire défend l'année prochaine? Est-ce qu'il c'est pareil, là, j'ai envie de te dire, ça dépend qui est sur la côte, parce que tu sais, je trouve que cette année, par exemple, on l'a quand même eu un... Ouais, je sais pas. C'est souvent, tu avais justement la différence un peu ouest et est sur les côtes. On avait quand même une qui était un peu plus relevée que l'autre, avec beaucoup de clients sur l'une et un peu moins sur l'autre, quoi. Et du coup, ça dépend un peu, parce que imagine, on se retrouve avec une côte Kitchen, Vial, Digan, Faulkner, Shimoda et Mas, et sur l'autre, Hampshire. Alors, normalement, Shimoda et Mas, on n'aura pas sur la même côte. Ouais, parce que ils vont mettre un de chaque côté. Un de chaque, mais bon, c'est pareil, quoi qu'il en soit. Ouais, je sais pas, c'est dur de dire là, tant que t'as pas vu les côtes, c'est compliqué. Jackie, il dit que Digan, il a une étoile au-dessus de sa tête, c'est pour ça qu'il tombe pas. Jackie dit ça, ah ouais. Il a une bonne étoile qui le protège. Et Johan, lui, il voit Digan et Aymas champion Supercross. S'ils sont pas sur la même côte, évidemment. Ouais. Ah ouais, donc Johan, tu vois directement Aymas en champion Supercross alors qu'il a pas encore gagné une course. Là, moi, j'avoue que je le vois pas. Ouais, non, moi non plus, je vois pas, tu vois, moi, j'ai même pas mis sur victoire de finale. Je le vois sur des podiums. Ouais. Mais en victoire de finale, ouais, je sais pas, mais à la fois, c'est vrai que victoire à Daytona. Ça me surprendrait pas tellement parce que je te dis, il suffit d'un long shot, par exemple, et au final, il sait prendre la température et être dans le wagon de tête. Donc, peut-être, une victoire. Après, ouais, non, pour le championnat, je le vois pas. Et après, enfin, c'est toujours pareil, je suis toujours un peu, partagé entre ce que j'aimerais voir, parce qu'évidemment, je souhaite à Vial et j'ai envie de le voir se rattraper déjà cette fin d'année, enfin, de cette deuxième moitié d'année, là, et être encore meilleur en Supercross. Et si en plus il peut être sur la même côte que Digan et le battre, ce serait cool. Mais ouais, je sais pas. Et là, en plus, les deux, ça fait deux années de suite qu'ils font l'Est, donc s'il n'y a pas de blessure, je pense qu'ils vont peut-être viser l'Ouest l'année prochaine. Parce que ça peut être bien de voir un peu l'autre côte avant de monter en 450, parce que les pistes sont quand même différentes, la terre surtout est différente. Donc ça peut être pas mal. Après, peut-être qu'ils n'auront pas envie, parce que les deux sont basés en Floride, qui est complètement à l'Est, mais bon. Hiver avec les Lawrence, c'est bonne moto pour Aymus. Johan sent bien la progression. Et à voir. En parlant des Lawrence, on va y venir. Jet Lawrence, champion Supercross et Super Motocross cette année. Que dire? C'est costaud. C'est costaud et ouais, lui, s'il n'y a pas de blessure qui ralentisse un peu la progression, là, j'ai mal pour la concurrence. Parce qu'on voit bien que le seul ou les seuls à avoir concurrencé, c'est Hunter et Tomac. Ouais. Alors, sur le SMX, je parle, on a vu quand même Sexton en gagner une, mais bon, voilà, Sexton, c'est pareil, c'était mieux en motocross. Après, Jet out, donc bon, on l'a pas vu face à Jet vraiment sur toute la saison. En Supercross, il a galéré, donc moi c'est sûr que Sexton, je l'attends au niveau de Jet et à concurrencer pour les victoires. Mais sinon là, sur le SMX, bon, Tomac, on sait que voilà, c'est l'année prochaine, c'est la dernière année, et je pense que Tomac, forcément, quand tu arrives à son niveau, je pense, et son âge, etc., la marge de progression, elle est plus très élevée, tu vois. Donc là, il semble avoir quand même grappillé quelques dixièmes quand même sur les tours, les trucs comme ça, tu vois, pour se battre quand même pour la victoire. Mais même après tout un hiver, enfin, quand les deux, tu leur laisses autant de temps de préparation, je pense que c'est pas un avantage pour Tomac, tu vois. Ouais. Même si après, il y a le fait qu'ils reviennent de blessure et que du coup, bah, lui, ça leur donne du roulage, etc. Mais je pense que Jet, il est très vite arrivé au niveau de Tomac, voire au-dessus, tu vois. Et qu'au final, plus tu leur laisses de temps de préparation, plus ça joue à la faveur de Jet pour le coup. Donc ouais, Tomac, comme je le vois là, c'est s'accrocher un petit peu pour
pour être là quand même sur sa dernière année, tu vois, essayer de se battre un petit peu, mais moi déjà je vois pas être là, être au rendez-vous à toutes les épreuves, tu vois. Ouais. Et sinon ouais, j'en attends beaucoup forcément de Sexton pour venir concurrencer Jet et Hunter. J'espère qu'il va encore réduire de plus en plus le gap avec Jet pour que ce soit intéressant, mais à la fois voilà, c'est pas les deux que j'aimerais voir parce que voilà, ça reste toujours la même famille, donc tu vois, on sait que les deux il y aura pas de piment, tu vois, entre les deux, quoi. Donc, ça va toujours rester respectueux et... Oh, au Supercross de Paris, il y a eu du piment. Oh, non, vite fait, parce que Jet, voilà, il a pilé sur l'avant, il a pas réussi à s'arrêter, mais bon, ça a jamais été son intention. Enfin, tu vois, il s'est retourné toujours en mode s'il avait pu s'arrêter pour le relever et le laisser repartir devant, tu vois, il l'aurait fait. Donc non, tu les verras pas justement sous par terre. Enfin, le million, il reste au même nom, donc, Donc, ouais, le million reste au même nom, mais t'as ton compte en banque, j'ai le mien, on a beau être ouais, frères. mais voilà, le jour où tu gagnes 1 million, je suis pas millionnaire. Non, mais arrivé aux sommes, enfin, les deux sont déjà millionnaires de base, tu vois, là, Ouais. maintenant. Donc, en fait, c'est, voilà, que t'as 1 million de plus, 1 million de moins, c'est au bout d'un moment, t'es plus à 1 million près, quoi, je crois. Donc, une fois que t'as mis bien ta famille, justement, après les guerres qu'ils ont connues, tout ça, tu vois, c'est de bonne guerre, on va dire. Donc ouais, j'en attends beaucoup de Sexton pour voilà qui est en dehors de ce cocon-là, il s'entraîne pas avec eux, qui est même si il est bien pote, je pense quand même avec eux, mais voilà, il y a quand même cette rivalité. À un moment donné, quand tu te bats pour 1 million, lui, Sexton il fera pas de cadeau et Jet fera pas de cadeau à Sexton ou Hunter fera pas de cadeau. Sexton, il voulait pas le million, il voulait la coupe. Ouais. ouais. Alors blessure à la main pour Sexton, mais on sait pas quoi exactement. Hein. J'ai pas cliqué sur les articles là, j'ai juste vu le Bill qui a mis blessure à la main, j'ai vu 2-3 articles mais j'ai pas cliqué dessus voir un peu s'il y avait des détails. Ouais, bah j'ai pas fait attention, je sais pas si on est au courant, s'il y en a qui sont au courant les gars là de ce que Sexton a à la main. Hunter monte fort en puissance, je pense qu'il y a que lui qui peut rattraper Jet. Même en MC, il se faisait vraiment dominer par Sexton. En MX, il se faisait vraiment dominer par Sexton. Qui ça décevant le début de saison? Ah, Hunter, ok, je l'ai pas dans l'ordre, donc forcément. Ouais. Je pense que Digan est intouchable, nous dit Arthur aussi. Ouais. Mais c'est vrai que Hunter, j'allais y venir parce qu'il a quand même commencé l'année en se qualifiant pas pour la finale de Supercross à Anaheim et il termine en gagnant l'avant-dernière épreuve du Super Motocross et il arrive sur la dernière épreuve en tête du championnat. Donc ouais, c'est vrai que c'est une belle progression bien constante pour Hunter et peut-être qu'il a un peu bénéficié justement de la blessure de Jet aussi pour pouvoir recoller un peu le niveau. Lui, il a continué de rouler cet été, même si l'été a semblé être long un petit peu quand même pour Hunter. Ouais. Mais c'est vrai que l'année prochaine, ouais, j'attends Hunter vraiment dans le mix. Alors c'est vrai que, enfin, tu vois, encore une fois, tu commences l'année, tu vas te dire Jet il peut gagner, Hunter il peut gagner, Sexton il peut gagner, bon Thomas qui peut gagner des courses, on le voit un peu en dessous, on est quand même moins sûr pour ce qui est du titre, parce qu'il va falloir quand même vachement progresser. Surtout en régularité pour Thomas qu'il va falloir progresser parce qu'on sait que quand ça va pas. Le potentiel il est là, mais on sait aussi que, enfin on l'a vu cette année, on a vu qu'il fallait que vraiment les conditions soient réunies pour qu'il soit en mesure de performer quoi. On me dit Prado, j'ai loupé un truc où c'est pas encore officiel, qui part aux US, c'est ça? Ouais, alors Prado c'est pas encore officiel parce qu'il a encore un Grand Prix à faire avec Gas pour potentiellement gagner le titre MXGP. Donc ils vont attendre et je pense qu'ils vont attendre même après les nations pour officialiser. Normalement c'est chez Kawa aux États-Unis l'année prochaine. Donc c'est pas officiel mais c'est certain. Oui, disons que. Oui, tout le monde en parle de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret quoi là pour le coup. Non. Mais... Autant il y avait des fois un peu comme Web où c'était un peu secret, genre qui passe aussi chez Yamaha, parce qu'on savait pas trop quand est-ce que ça allait se faire aussi quand ils ont arrêté la saison MX. Oui. Il y avait déjà des rumeurs et tout, personne n'en parlait, et lui il en a parlé vraiment que 3 jours avant, je crois, le SMX. Oui. Ils ont publié dessus, donc voilà, mais je pense que eux, y a pas trop de secrets et ils sont assez à l'aise avec ça, quoi. Et donc pour en revenir au Supercross 2025. Hunter Lawrence, tu le mets où du coup toi avec tous ces... Bah c'est pareil, peut-être pas pour le titre tu vois, mais gagner peut-être déjà sa première finale. Ouais. Et peut-être quand même quelques-unes en plus. Déjà se qualifier pour la première. Faire les 17 finales. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en plus ils s'étaient fracturé l'omoplate à Daytona. Hunter il avait pas raté beaucoup de courses, il avait raté qu'une ou deux.
Mais c'est vrai que ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'après, il faut réussir quand même à faire les 17 si on veut pouvoir être champion. On va parler un peu de l'incident Sexton-Barcia, du début de première manche. Alors, à qui la faute? Ouais, mais je pense que Sexton, là, quand même, on le voit. Sur l'angle qu'on a, il aurait fallu un angle de face. Je crois qu'il y a eu d'autres vidéos sur Insta, mais c'est pareil, j'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais il faudrait bien un axe de face, quoi. Et pour voir, mais moi, je crois que Sexton, il se dirige vers la droite pour prendre l'intérieur parce qu'il voyait que ça sautait déjà pas. Lui, il était dans le peloton, que ça sautait pas le double, donc aucun intérêt à aller prendre l'extérieur, justement, se faire découper par 3 gars qui arrivent en même temps. Donc je pense qu'il a voulu se déporter sur l'intérieur pour aller pour ne pas sauter le double, enrouler et prendre le chemin le plus court. Et sauf que t'as Barcia derrière, voilà, dans le peloton qui saute double, triple, alors il saute une table lui, donc il fait pas non plus un gros saut, hein, je crois qu'il non, si Barcia il fait le double. Il fait juste double en plus. Ouais. Et c'est Sexton qui faisait triple simple en partant lui de la table. Voilà. Donc ouais non pour le coup je pense que là c'est Sexton hein, qui a gâté quoi, dans l'enchaînement tu jettes un œil ou tu restes bien dans ta ligne, quoi, en tout cas avant le virage, tu te déportes pas sur la droite comme ça dans l'enchaînement quand t'es dans le peloton, tu vois. On a vu déjà Tomac aussi, c'est sur cette manche-là qui part derrière et qu'il y a Hunter qui envoie pas le 4 et lui derrière qui l'envoie, qui se met en I sur le côté. C'est en deuxième manche ça, je crois. Ouais, ah oui, c'est en première que Sexton. Donc ouais, déjà quand il y en a que 2 devant toi. C'est chaud d'envoyer les enchaînements. On a vu justement Tomac du coup partir en cacahuète parce que Hunter ne l'a pas envoyé et ils étaient que 2 à se soucier. Alors que là, t'as Sexton qui est complètement derrière. T'en as devant là, t'en as derrière, sur le côté. Enfin, t'en as partout quoi à ce moment-là. Tu peux pas te déporter quoi. Faut rester sur ta ligne. Donc à mon avis, c'est Sexton là qui a manqué un peu de lucidité là-dessus et Barcia un peu au mauvais endroit, au mauvais moment quoi. Lui qui essaye de se refaire une image, alors c'est un peu une année sur 2 qui essaie de se refaire une image, mais surtout là, je pense que quand il finit des 10, 12, 15e, il cherche pas à découper qui que ce soit, et au final, Jet en supercross qui recoupe la triple crown, il se retrouve pas tout droit comme il sait le faire volontairement. Là, en supercross, il atterrit sur un gars, il blesse encore un gars, donc là, je pense que ouais, pour cette année, c'est manque de bol pour Barcia, parce que je pense que c'est pas ce qu'il voulait faire pour le coup. Là, il se faisait juste petit, il essayait d'essayer de revenir un peu à un niveau où on l'attend et d'être un peu devant quoi, parce que pour l'instant il est un peu dans les choux quoi. Ouais, mais tu penses que Barcia il allait voir Sexton à la fin de la manche, il dit c'était une bonne course, bien joué. Ah c'était agressif mais c'était bien. Non, oui clairement je suis d'accord. Oui Sexton, Arthur dit pour moi Sexton se décale et oui clairement Sexton se décale un peu sur la droite. Pour le coup Barcia il saute droit. Après, oui, alors, Sexton est en tort. Après, il fait pas une grosse erreur non plus, hein. C'est toujours malheureux, hein. C'est aussi un fait de course, quoi. C'est mauvais endroit, mauvais moment. Et effectivement, c'est ce que disait aussi James pendant la course, c'est qu'il faut être alerte et savoir ce qui nous entoure et faire en fonction. Et c'est vrai que Sexton, il a pris un mauvais départ et il avait qu'une chose en tête, c'était remonter et aller vers l'avant, quoi. Et il a oublié de faire preuve de prudence. Mais bon, j'espère du coup que sa main, donc bon, si c'est des os cassés, normalement c'est 5 semaines, mais ça peut être plus grave, toucher des ligaments, des trucs comme ça, et du coup être plus long quoi. Ouais, ça dépend un peu de la blessure, c'est pareil, hein, si c'est juste un petit trait de fracture, hein, même peut-être en 3 semaines, ça peut être réglé, mais ouais, ça dépend de la gravité de la blessure. Et puis Sexton, pas de bol, parce que ça fait partie des pilotes qui faisaient pas de chichi et qui voulaient aller aux Nations, et faudra attendre l'année prochaine, hein, mais Alors, il va en chier alors déjà, il y a Logan qui demande sur le Supercross de Bercy, de Paris, du coup, ouais, d'ailleurs, faut prendre des places. Ouais, mais dès que je reçois les allocations chômage. Dès que Logan, tu termines la déco pour ton frère et du coup, tu fais le deuxième paiement, on pourra envisager. Voilà, ça s'est passé. Il va en chier en SX, il devrait commencer en 250 pour moi, avoir une meilleure progression. Ouais, je pense que Prado, c'est pareil, il pète peut-être un petit peu plus haut que son cul, je pense. Enfin, il veut faire le mec, justement, ouais, non, moi, directement dans les gros bras, je passe pas par la catégorie 250, etc. Alors que, effectivement, ça va être compliqué. Après, je pense qu'il n'y a pas que lui qui décide aussi dans tout ça et que c'est les contrats, qu'on lui propose. Enfin, tu vois, au final, il y avait peut-être, enfin, bon, j'imagine que peut-être chez Pro Circuit, il aurait pu trouver un guidon, au moment où il cherchait. Tu
tu vois. Oui, au moment où ils cherchaient, oui. Maintenant, ils ont Ouais. 14 pilotes, donc c'est compliqué, mais... Donc je sais pas, mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord, c'est que en outdoor encore, voilà, il va pouvoir avoir une année de progression, enfin une année d'apprentissage, on va dire, avec la 450, les terrains, etc. Et que dès l'année suivante, je pense que ça peut être pas mal. Que en supercross, ça va pas être facile. Après, je pense que c'est pareil, hein, il va partir année d'apprentissage là pour sa première année. Et que l'objectif ça va pas être de faire de folie et d'appréhender les courses un peu comme il l'a fait là déjà sur les 4 premières courses qu'il a faites en y allant tranquille, enfin dans les whoops on a vu qu'il prenait pas de risque hein, quand ils étaient défoncés et tout, il était à la ramasse, il faisait 2-2 et il driblait à moitié sur la roue avant, la roue arrière de travers, enfin voilà. Et après sur le reste du circuit par contre il se faisait bien plaisir et tu voyais qu'il était quand même pas mal, donc ouais, à mon avis, on va commencer à 4,50, ça va être costaud, mais je suis curieux de voir ça parce que comme on en parlait déjà, je crois que c'est le premier mois que je vois faire ça. Donc tu me disais que dans les années en 2 temps, Villemain était déjà venu directement dans la catégorie Rennes, quoi. Alors Villemain, il avait fait des SX de 125 avant, mais jamais une saison complète. Ouais. Et c'est vrai, mais c'est vrai que du coup, quand il a migré aux États-Unis pour sa carrière, qu'il a fait sa première saison complète aux États-Unis, c'était directement en 250, qui est maintenant la catégorie 450 pour les plus jeunes qui nous suivraient. Mais donc oui, ça s'est déjà fait. Après, Sexton, faut rappeler quand même que c'était un test cet hiver. Prado. Prado, pardon. C'était un test là en janvier. Il avait pas fait du SX toutes les semaines de octobre à janvier, tu vois. Non, je crois qu'il avait fait un mois. Voilà. Donc et ensuite, l'objectif de la saison, ça restait quand même de défendre son titre de champion du monde MXGP. Je pense qu'il y avait aucun doute dans sa tête qu'il allait pas faire les 17 courses. Donc il y avait rien à gagner à part se faire plaisir, prendre de l'expérience, mais ça reste quand même super risqué le Supercross. Et je pense que ça a été sa philosophie, c'est que il a essayé, mais vraiment de manière prudente. Ouais. Et donc après, je pense que, c'est un pilote propre de manière générale, Prado, à part le fait que moi je trouve qu'en MXGP parfois moins maintenant, mais il faisait un peu le bouchon à la Vince Freeze, mais bon, j'ai pas envie de lui manquer de respect en disant que c'est un Vince Freeze, mais moi je trouve que j'ai déjà vu sauter à gauche et atterrir à droite sur des sauts et tout, juste pour bloquer des trajectoires sur les pilotes qui arrivaient derrière lui. Ça c'est moyen, mais sur le plan technique, c'est un pilote hyper propre. Prado, c'est pas un pilote qui se met par terre souvent, et donc je pense que même en poussant, il sera pas à se mettre des par l'avant toutes les 2 semaines non plus en Supercross, mais je pense vraiment qu'il a fait 4 épreuves dans la prudence parce qu'il fallait quand même être présent pour la première épreuve du championnat du monde MXGP et que c'était un peu pour se montrer. Et au final, moi je suis content qu'il vienne directement en 450. Je serais un peu déçu, tu vois, s'il redescendait en 250 pour y aller après avoir vu ce qu'on a vu sur les 4 premières épreuves et encore là l'année qu'il fait en MXGP. D'ailleurs, t'en parlais souvent pour si Ferrandis redescendait en 250 aujourd'hui ou quoi. Le Prado, s'il descend en 250 pour faire le SX l'année prochaine, il sera pas prétendant au titre. Non. Et en championnat, en outdoor, on va le considérer comme prétendant au titre, mais au final, il le sera probablement pas non plus. Parce qu'il y a plein d'autres choses à apprendre. Ouais, et moi je trouve que c'est bien parce que il peut directement faire cet apprentissage sur la 450. Et bon, peut-être que ça va lui prendre jusqu'à sa 3e année avant de pouvoir être un prétendant pour des victoires. Là où en 250, peut-être que dès la 2e année, il gagnerait des courses et il pourrait se battre pour des titres. Mais au final, là, tu vois, Prado, il va arriver en 2025 aux US. Et je pense qu'en 2027, ce sera un prétendant pour gagner des courses. Et peut-être même qu'on parlera déjà de titre outdoor pour lui, tu vois. Ouais, mais après, c'est ce que c'est aussi, 450, c'est 17 courses, c'est pas 8. C'est aussi ça qu'on prend en compte. Et, plus de moulins. Et 17 courses. Ah ouais, mais 17 courses en supercross. Sur une année d'apprentissage, il y a aussi ça qu'on prend en compte en général quand les mecs ils arrivent en 2,5. Après, moi aussi, je suis content du coup qu'ils soient en 4,50 parce que, comme je te dis, alors moi en plus Villemain, c'était pas ma génération, du coup je l'ai pas vu faire ça, tu vois. Mais pour moi là, c'est le premier que je vois arriver directement en 4,50. Sinon, c'était toujours de l'Europe en 250. Et avant même de passer en 450, les gars qui migraient aux US en 250 pour se faire la main et ensuite voilà suivre cette carrière-là, tu vois, comme Roxen, Ferrandis, Musquin, etc. quoi. Donc c'est vrai que je suis assez surpris et je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Après, ouais, effectivement, il est, comme il le disait, hein, il est jeune et je pense qu'il va y aller
sans brûler les étapes, avec justement une première année où l'objectif, c'est pas d'aller chercher des résultats, mais vraiment d'apprendre, de prendre en vitesse petit à petit pour réduire l'écart, mais plus sur le long terme, quoi. Après, je sais pas avec Kawa, du coup, combien d'années il va signer, là, pour le coup. Parce qu'il y a aussi cette question-là que tu te poses, c'est que si tu signes un contrat d'1 an, alors après, ça va être 2 ans minimum. Voilà, et ça dépend ce qui se dit avec le team aussi. Peut-être que le team est conscient et dit bon, on te signe 1 an, mais voilà, l'objectif c'est peut-être de finir dans les 10, pas se blesser, finir dans les 10 du championnat, tu vois, engranger de l'expérience, etc. pour qu'on te re-signe l'année suivante. Et si cet objectif-là, tu vois, sans mettre un objectif très haut, mais il y a aussi le souci de quand tu signes qu'un an, faut que tu prouves, faut que tu montes pour avoir un guidon l'année suivante, parce que tu sais que à partir en plus, là chez GazGaz en Europe, c'est bon, il avait sa place, il avait son fauteuil, on n'y touchait pas, tu vois. Que là tu vas aux US, s'il est pas dans les résultats ou quoi que ce soit et que c'est un peu bouché quand même les team usines en tout cas, tu te retrouves, et c'est ce qui m'inquiétait un peu pour Vial, c'est que tu te retrouves là-bas sans guidon, et donc tu te retrouves à Osborne, Ensti, alterné, Europe, machin. Et pour un mec qui est champion du monde, parce que Ensti n'a quand même pas été au niveau de Prado actuel, ou à Osborne aussi quand il revenait en Europe ou quand il était aux États-Unis, qui faisait ses allers-retours comme ça. Et ouais, ça peut tout de suite mettre un tournant à ta carrière, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça, je trouve qu'il y a un peu une pression qui se rajoute. Après voilà, on n'est pas dans les confidences, ça se trouve c'est bien établi entre eux que voilà, il y aura peut-être déjà 2 ans et que la première année, il y a même pas d'objectif de résultat, là on prend de l'expérience, on progresse, on apprend le supercross, etc. Et que on parlera de résultats la deuxième, la troisième année vraiment plus tard, et que voilà, c'est crescendo avec top 8, 5, 3, etc. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment ça. Pour l'instant, leur pilote numéro 1 chez Kawa, ça va rester Anderson. Alors peut-être qu'en termes de salaire et tout, ils vont être un peu au même niveau. Mais je pense que là où Kawa va mettre plus la pression sur Anderson pour avoir du résultat, et sur Prado, ils vont surtout lui dire fais les du coup il y en a 31 je crois à l'année si tu prends Supercross, Motocross et Super Motocross. Donc je pense qu'ils vont surtout lui dire l'objectif d'abord c'est de faire les 31 courses, d'être dans toutes les finales de l'année évidemment, et d'essayer de progresser et d'apprendre, et ensuite effectivement l'année prochaine on verra pour Ouais. combler les lacunes et progresser et voir le résultat. Johan a entendu dire que Digan voudrait avoir son propre team l'année prochaine. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Moi aussi, j'ai fait ça. lui, il a démenti. Le camp Digan dit qu'ils n'ont jamais parlé de ça et qu'ils savent pas d'où ça vient. Mais bon, généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Et moi, il y a une phrase d'une chanson de Taylor Swift qui me parle beaucoup souvent dans ces cas-là. C'est que dans une chanson, elle dit « Les rumeurs sont terribles et cruelles, mais la plupart sont vraies. » Et donc, je me dis maintenant, depuis ça date un peu cette chanson, et j'ai pu remarquer quand même souvent, surtout quand j'écoute les podcasts et tout, et j'entends des rumeurs, au final, les mecs qui disent, qui balancent un peu les rumeurs comme ça, ils sont informés quand même, et il y a souvent ça s'avère être vrai. Donc même si les Digan disent que rien du tout, ils savent pas d'où ça vient, comme on dit sinon en français, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, mais donc, moi c'est pareil, je l'ai vu sur un article sur Facebook, et en anglais, mais avec des pubs de partout. Fallait que je lise entre les pubs, j'essayais de mettre les croix partout, machin, là, sur, je sais pas, c'est pas MX Addict ou un truc comme ça. Enfin, en plus, c'est des pages sur Facebook, je m'y abonne même pas, et ça défile, mais bref. Du coup, j'ai vu ça, et justement, j'ai vu un truc comme ça, ouais, changement de perspective pour la carrière de Digan, tu vois, c'était ça le titre et tout, donc, voilà, ça m'a interpellé, j'ai regardé, et j'avais vu comme ça, mais j'avais même pas réussi à tout comprendre, donc, mais ça parlait de ça. Ouais, effectivement, ça me paraît un peu bizarre, quoi. Enfin, ça y est, les gars, ils ont trop d'oseille, ils savent plus quoi en faire, ils veulent faire un team usine, quoi. Mais en fait, c'est que Brian Digan et même Hayden maintenant, hein, ils ont beaucoup de sponsors personnels aussi. Ouais, Et avec la chaîne YouTube et tout, en fait, je pense qu'ils ont ils touchent un horizon plus vaste peut-être que juste ce que font les team usines. Et donc moi, dans les rumeurs que j'ai entendues, c'est qu'en fait, en ayant leur propre, donc ils voudraient rester sur des YAM, mais en ayant leur propre sponsor à eux, et qu'ils pensent avoir moyen de gagner plus d'argent en fait en faisant comme ça, quoi. Déjà, moi, c'est ça ce qui est au-delà de ce que je comprends, tu vois. J'aime bien comprendre les choses, donc juste je comprends plein de trucs, tu vois. Mais là, je comprends pas. Les mecs, ils sont bourrés d'oseille, tu vois. Donc pourquoi tu vas chercher à faire différentes, parce que, enfin, c'est pareil, genre tu t'improvises pas un métier, tu vois. C'est à un moment donné. Alors oui, quand t'es quelqu'un de polyvalent, tu peux apprendre de nouveaux métiers, etc. Mais un team usine, enfin, t'as un fonctionnement, t'as des relations, t'as
t'as des choses, enfin c'est pareil, genre les mécanos et tout. Et donc quand t'as déjà une structure qui a pris des années à se construire, à se mettre en œuvre, donc comme le Team Star Racing, Red Bull KTM, etc., et qui sont des structures qui fonctionnent, où ils ont les meilleures pièces, etc., le soutien des usines et compagnie, qu'est-ce que tu vas vouloir faire ton truc pour faire encore plus d'oseille alors que déjà là-dedans t'en gagnes je sais pas combien et que avec déjà l'oseille que t'as, et ben tu peux l'investir. Enfin tu vois, c'est pareil à la limite, pas pour Digan, mais ils créent un team, mais peut-être pour d'autres pilotes alors, tu vois, genre ils vont récupérer un Ferrandis, des trucs comme ça, ouais, mais et vont ils pas en avoir gagneraient de l'oseille, tu vois. les sponsors, ils vont vouloir sponsoriser le team de Digan parce que Hayden roule dedans, parce que c'est Hayden les matchs de populaire marque, qui ramène les résultats et tout. Mais après, dans l'idée, il serait pas complètement dissocié de Star Racing, tu vois, mais il serait plus vraiment Star Racing, mais ça fonctionnerait à peu près ensemble quand même. En fait, tu sais, quand t'as des ronds, t'as pas besoin d'apprendre le nouveau métier parce que tu peux tout simplement embaucher des personnes compétentes. Ouais, c'est ça, mais sauf que est-ce que tu vas réussir à obtenir déjà les meilleures personnes, tu vois, parce que ça veut dire que tu vas déloger ceux qui sont en poste, parce que les meilleurs c'est ceux qui y sont actuellement et qui réussissent. Donc après oui, coup de poker, je peux embaucher lui et pour qu'on devienne meilleur que l'autre, hein, voilà, c'est comme ça qu'il y a des entreprises qui émergent, etc. Mais ça n'empêche que sinon ça veut dire prendre des gars là comme ça, déstructurer ce qui est déjà fait pour toi, créer le tien. Et même malgré ça, enfin voilà, il y a toute une synergie quoi autour de tout ça. C'est comme un moteur de 125, là c'est pas parce que tu mettras une culasse Bud, un piston Vertex et la ligne AGS, t'assembles comme ça comme un puzzle, et puis ça y est, ça va être un avion de chasse, tu vois. Les préparateurs ils te le disent quoi, c'est une harmonie le truc, ça se fait ensemble, on développe le moteur, le piston, la culasse, etc. en fonction de parce qu'on a cette ligne là, cette culasse, enfin voilà. Et ouais, moi je vois un peu les choses comme ça aussi pour quand t'es au haut niveau, que ça joue sur des détails, et puis tu le vois quoi. Enfin, nous on n'est même pas à l'intérieur de tout, et le peu qu'on en voit de l'extérieur, tu vois quand même que tout est contrôlé, millimétré, filmé, calculé. Ils ont des machines pour mesurer ci, ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs de ouf déjà qu'il y a, tu vois, qui sont mis en place et qui ont mis des années. Et les gars avec de l'oseille, voilà, ils veulent arriver et faire la même chose. Enfin, moi, juste d'un point de vue du coup pour sa carrière, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure chose. Alors pour gagner de l'oseille, très certainement du coup, tu vois, parce que s'ils l'envisagent, c'est parce qu'ils ont moyen de gagner 2-3 fois plus peut-être que ce qu'ils gagnent déjà là. Mais par contre, d'un point de vue performance et dans l'optique d'aller gagner des titres et d'être le meilleur, qui est, je pense, quand même l'état d'esprit de Hayden, tu vois, pour le coup, parce que voilà, il est déjà blindé et qu'il va pas faire ça pour, c'est pas 1 million ou 500 000, il est pas à ça près, que lui c'est vraiment voilà tout tuer la concurrence et tout à être meilleur. Je suis pas persuadé que ce soit le meilleur choix quoi d'ouvrir sa structure. Après pour le coup Reed n'a pas tout tué quand il a ouvert sa structure, mais parce que je réfléchissais, tu vois, je trouve que ça fait un peu comme Ferrandis, dès que tu pars d'un team usine et que tu vas dans un team privé, au final quand tu ouvres ta structure c'est un team privé en fait que tu crées. Ouais. Alors après soit t'as de bonnes relations et t'arrives à avoir le soutien de la marque, tu vois, de Honda, voilà, etc. Mais c'est vrai que au final Reed il a gagné des courses, des finales, il a été aussi dans la lutte pour les titres deux fois avec ses structures, donc lui me ferait un petit peu mentir là-dessus, mais sinon c'est vrai que je trouve que de manière générale c'est un peu, alors peut-être pas aussi grave on va dire que Ferrandis, mais c'est un peu comme ça que je vois le chemin quand tu décides de sortir un peu du truc usine avec des gars qui t'entourent où tu fais pas ce que tu veux et qu'il y a des choses voilà qui sont développées depuis des années et que c'est pas au hasard, les choses sont pas faites au hasard, tu vois. Après ça dépend tout simplement de exactement, est-ce qu'ils font leur team complètement à part, ou à quel point est-ce qu'ils seront quand même travailleront avec Star Racing. Oui, parce que si c'est comme Gaz Red Bull avec KTM en Europe par exemple, ou même aux US, enfin je sais pas si c'est la même, enfin en Europe c'était la même structure qu'ils ont divisé en deux et à la base c'était même deux teams KTM. Et après, il y a un des deux teams KTM qui est passé Gaz. Donc voilà, ça devrait très bien se transformer comme voilà, ça. Voilà, ça se fait un truc comme ça. Au final, ouais, il créera un nouveau team usine en fin de compte. Et avec, donc ouais, à la limite, si ça se fait comme ça et que c'est eux qui en sont à l'origine, d'accord. Mais c'est vrai que moi, au début, quand j'ai entendu la rumeur et là, tel qu'on en parlait, enfin, j'imagine le truc que ça y est, les gars, ils construisent tout, leur usine, quoi. Limite, demain, ils trouvent une nouvelle marque. T'imagines un deuxième team usine Yamaha? Quand tu penses à la YAM, il y a 10 ans aux US, personne voulait monter dessus. Mais et puis surtout le nombre qui sont déjà chez Star Racing, le nombre de pilotes. Bon après j'imagine que du coup ça semblerait un peu du bien dans... Voilà, mais quand tu as le nombre de pilotes, s'il restait comme ça Star Racing et qu'en plus t'as le team Digan là qui ouvre avec de nouveaux pilotes encore en 2,5, laisse tomber Yamaha, il y a que ça dans la grille. Bon bah tiens, puisqu'on parle de YAM, on va parler Tomac et Webb aux Nations. Alors, bon, c'est malheureux parce que du coup, Tomac aux Nations,
je suis content, je voulais le voir. C'est rien contre Aaron Plessinger, mais les États-Unis auraient eu plus de chance si Sexton et Tomac étaient derrière la grille que là. Enfin, tu vois, je mettais quand même Sexton un peu au-dessus de Tomac. Là, le fait que Sexton soit remplacé par Tomac, ça diminue quand même un peu leur chance. Tout comme, je sais pas, est-ce que toi, on va commencer peut-être le remplacement de Hymus par Cooper Webb. Ouais. Mais est-ce que tu pensais du coup que c'était un peu les mêmes chances de victoire pour eux ou de bons résultats quoi? Non, je pense qu'Amos il ferait mieux que Webb. Ouais. Ouais. J'avoue que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Cooper Webb sur une 250 et je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'on n'a jamais vu Cooper Webb en 250 aux Nations. Et ouais, parce que moi je voyais le truc inverse où il roulait en 250, il est monté en 450 et il se battait avec, notamment c'était à Ernée. Il y a eu Ernée, il y avec, a eu Majora. Voilà, mais avec Fèvre, voilà, c'était terrible, c'était incroyable. Et c'est d'ailleurs, et tu vois, moi c'est tous ces trucs-là, il y a des choses que je comprends pas encore. Je me dis, mais putain, tu l'as vu là, monter en 450, mec, il roule en 250. Il se bataille avec Fèvre qui était champion du monde en titre, donc à son prime à ce moment-là. Il se bat pour les victoires et tout en motocross. Aujourd'hui, tu vois un Webb en motocross, il y a la ramasse quoi. Ouais. Tu mais vois, parce que tu sais, donc c'était 2015 cette année-là à Ernée. Ouais. Jet Lawrence, il était en 65. C'est ça le problème. Maintenant, tu mets Webb sur une grille de motocross, mais il y a Jet Lawrence sur la grille aussi. Il met 40 secondes. Ouais, mais même sans ça, tu vois, il finit pas deux derrière, enfin, tu mets, bon là, il a été blessé, il était à côté, mais tu mets derrière Sexton, tu mets même derrière Tomac, je pense, hein, en outdoor, là, en 450, alors pourtant, en 250, c'est pareil, tu vois, c'est un mec, et tu vois, et c'est totalement l'inverse de Sexton. Sexton, qui est en 250 en outdoor, le gars, on le voyait pas, il passait en 450, ou, il était pas là, tu vois, il en a gagné une, je crois qu'on en avait parlé, non, il me semble qu'il en a gagné une en 250. D'outdoor? Ouais. Ouais, je sais même pas. Il me semble que c'est ça, juste une épreuve. Et là, au final, le mec, il est chaud en outdoor, quoi. Et totalement l'inverse pour Webb, qui en a gagné je sais pas combien, peut-être en 250, et qui là, en 450. C'est vrai que moi, Sexton, pendant super longtemps, je trouvais qu'il pétait un peu plus haut que son cul. Parce qu'il avait pas une grande gueule, mais tu sais, quand il finissait deuxième ou troisième, il était pas super content. Il disait, ouais, je veux gagner en 250. Et moi, je le voyais, je me disais, mais frère, t'as jamais gagné et tu fais le gars pas content alors que tu fais deuxième, c'est ton meilleur résultat. Déjà, sois content de ça. Genre, c'est bien de vouloir gagner, mais sois déjà content. Et je trouvais que il faisait un petit peu, genre, du coup, je trouvais que, il exagérait, tu vois. Enfin, il se voyait au-dessus de ce qu'il était, tu vois. Mais c'est vrai qu'au final, lui, il a tellement bossé et tout, et progressé. Peut-être qu'il a toujours su vraiment qu'il avait ce niveau-là et c'est juste ça se montre maintenant, mais... Non, je pense qu'il savait pas qu'il avait ce niveau-là, il était juste déçu de se faire laver les fesses, quoi, parce que tu vois, sur ses interviews, il était déçu à chaque fois qu'il finissait deuxième. Mais parce qu'il disait, ouais, bah, j'ai envie de le battre, quoi, Faulkner, là, devant, j'ai envie d'aller le battre, mais il disait pas, ouais, j'ai la vitesse pour et tout, tu vois, je trouve qu'il a justement été toujours, et c'est pour ça que j'ai apprécié, à ce moment-là, pas de ouf, tu vois, même quand après il se bataillait contre McElrath en 250 pour le deuxième titre en Supercross. J'étais pas un grand fan, mais ouais, à son passage en 450, enfin au final, il est toujours resté dans cette optique-là où tête baissée dans le guidon, à progresser et pas content quand il gagnait pas. Mais voilà, pas se trouver des excuses ou quoi, juste à dire ouais bah là voilà, je me suis encore fait laver les fesses quoi. J'en ai un peu marre quoi, j'aimerais bien gagner et tout, donc bah on va retourner s'entraîner la semaine et voilà, essayer de faire mieux le week-end prochain. Tu vois, il a toujours été dans cette optique-là, il était pas là ouais, je sais que j'ai la vitesse ou avec un meilleur départ, je pense que j'aurais été devant et j'aurais pu me battre contre lui. Après je peux me tromper, mais moi le souvenir que j'en avais justement, c'est que même quand Faulkner les gagnait toutes là, sa première année où il a gagné son premier titre de 150, il était quand même honnête sur ses performances, tu vois. Et t'as déjà regardé un peu ses vlogs à Chase? Ouais, mais pas beaucoup. Parce que j'en ai vu un vers la fin de l'été. Et alors, le seul truc qu'il fait quand il est pas en train de s'entraîner, c'est qu'il regarde des vidéos de moto, quoi. Et sinon, quand il regarde pas de vidéos de moto, qu'il est pas en train de faire du vélo, la salle ou de rouler pour s'entraîner, il a l'air de se faire chier complet. Et genre vraiment, j'ai l'impression que la moto, c'est le seul truc dans sa vie, quoi, en plus. Donc, ouais, c'est pas surprenant, en fait, de voir son engagement, quoi. Voilà, maintenant ça va, il y a un peu de surf. Enfin, un peu de surf, lui aussi, quand même, il aime bien. Ouais, mais ça, j'ai l'impression qu'ils le font pas trop pendant la saison, quoi. Ouais. Mais... Donc ouais, Webb, au final,
à Amateur Les Basin, tu t'attends pas à grand chose, quoi. Non, tu vois, un peu comme Busquin, je pense, quand il était redescendu en 250. Ouais. J'aimerais beaucoup le voir, justement, se battre aux avant-postes et tout, mettre la 250 à fond, mais déjà, c'est pas trop le style de Webb, en plus, tu vois, enfin, Webb, il est jamais, surprenant, tu vois, en vitesse et tout. Donc après, peut-être qu'en 250, ça va voilà, mais ou comme un Roxen qui est redescendu en 250 aussi, là, tu vois, sur l'autre d'or, je m'attends à le voir comme ça, c'est qu'on en attend beaucoup. C'est un peu genre l'événement, ça met un peu de piment dans le truc, mais en soi, au niveau résultat, ça va pas donner grand chose. Et Roxen, je l'ai pas noté, mais il y a un truc qui me chiffonne avec Roxen quand même. J'ai regardé son post Instagram d'après Las Vegas, là, et où il dit que, bon, bah, il veut s'entraîner pour se remettre quand même bien en forme, et aussi qu'il veut régler sa moto pour être plus à l'aise. Et alors lui, pour le coup, qui a une moto qui a pas changé depuis 10 ans, l'année dernière, il avait l'air très à l'aise quand même pendant les playoffs. Les 2 épreuves sur 3, il a très bien roulé. Et même tu vois après les courses d'off-season, c'était pas mal. À la limite au Supercross de Paris, c'était pas incroyable, mais le reste ça allait. Les nations, il a super bien roulé aussi. Et alors que là, en plus là, il avait une demi-moto parce que c'était un truc qu'il avait récupéré d'Allemagne et il avait même pas tous ses réglages. Et je me dis comment c'est possible qu'il arrive là en fin de deuxième année sur la Suzuki qui n'a pas changé, dans le même team, et il cherche quoi. Il cherche. Il trouve, il n'est pas à l'aise. Ouais. Comment c'est possible? Ouais, c'est étrange. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser non plus de Roxen. Je pense que ouais, c'est plus lui physiquement et mentalement, ou alors il a essayé d'autres trucs là et avec lesquels il était pas à l'aise, tu vois. Je sais pas. J'ai entendu dire qu'il est passé sur Kayaba. Ouais. Au niveau de la suspension. Ouais. Mais au-delà de ça. Et non, du coup, c'est pas Kid Déco aujourd'hui, c'est podcast. Peut-être ce soir, les gars, en live sur une déco. Bon, Thomas, les nations, à la place de Sexton, là. Est-ce qu'il la gagne, sa catégorie? Dans la catégorie MXGP, on a Romain Febvre, Jet Lawrence, Ken Roczen, Lucas Konen, Jorge Prado, ou Jorge Prado, comme on aime le dire sur Automoto la chaîne. Donc Tomac, Tim Geyser sera là. Alors, le samedi en tout cas, le dimanche, ça va dépendre de ce que font ses copains. Et Jeffrey Harlings. Il y en a d'autres évidemment, mais. Non, si, Geyser, là, il n'y a pas un gars qui fait connu là, qui roule avec lui. J'ai pas noté les 2 autres noms parce que je les connaissais pas du tout. Ah, je sais plus. Ouais, non, il va peut-être pas gagner sa catégorie, Toto. Non, t'es pas sérieux, tu peux pas dire ça. Tu vas me dire qu'il y avait Jet déjà dans la catégorie. Ouais, mais Jet. Pour commencer. Ensuite, il y a Fer dans sa catégorie. Jet, je vais vous le dire. Ensuite, il y a Jorge. En exclu, je vous le dis en exclu sur le Brab Show, Jet, il est fini. Ça y est, il est rincé, il est trop vieux. Il a trop gagné, il en veut plus. C'est fini. T'es pas curieux quand même d'avoir cette confrontation Lawrence, Herlings, Tomac sur une piste de motocross? Si. Ah, ça va être cool, hein. Ah oui, mais après, tu vois, c'est toujours pareil. Genre, il faut que tout soit réuni, que les trois, ils aient un bon tirage au sort, une bonne qualif, qu'ils partent bien les trois ensemble, tu vois. Parce que si t'en as un devant. Un terrain bijou, s'il vous plaît. Voilà, un au milieu et un qui part dernier ou qui est tombé au départ. C'est comme là avec Sexton, tu dis purée, les trois dans la bataille pour le titre et tout, celui qui finit devant l'autre, il gagne, etc. Et voilà, dès le début, t'en as un qui est out. Ouais, c'est malheureux. Il y en a plus que 2 et voilà, ouais. C'est pour ça que, évidemment, mais j'ai peur d'être déçu parce que j'en attends tellement quand il y a des scénarios comme ça et qu'au final, enfin, la probabilité que ça se passe, que les 3 partent aux 3 premières places ou les 3 ensemble, quoi. Et les 4, même, Febvre avec, tiens. Et, ouais. Et Roxen, 5. En vrai, tu vois, j'ai pas noté les autres noms parce que je les connaissais pas. C'est un peu ça, les gros teams. C'est ce que même là, ils sont pas tous favoris dans les teams que j'ai notés, mais France, Australie, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Slovénie, juste parce qu'il y a Geyser, donc dans cette catégorie-là, et Pays-Bas. C'est un peu ça, les gros teams. Et en vrai, le samedi, il y a moyen qu'ils partent plus ou moins ensemble au final, parce que peu importe ta place sur la grille, les autres équipes, enfin, c'est des mecs, tu sais pas d'où sort la moto, tu sais pas d'où sort le mec. C'est le samedi, il y a vraiment des écarts de niveau, surtout entre le premier et le dernier, qui sont énormes, quoi. Ouais. Donc, ça se peut. Mais ouais, mais sauf que le samedi, c'est tirage au sort quand même. Le samedi, c'est quand même tirage au sort. Après, ils disent que le départ amateur lait, il est quand même assez juste, quoi, assez équilibré. Ouais. Donc, bon, pourtant, c'est une belle épingle à gauche, il me semble.
Bah ouais, après c'est pas une épingle hyper serrée, mais Donc quand tu c'est viens de vrai. l'extérieur, ça te fait un bout de chemin quand même, quoi. Écoute, oui, après moi j'ai pas trop les statistiques des départs là-bas, Je trouve j'ai qu'il pas fait les bien anciennes courses en... comme ça, tu vois, et qui fait pas trop ça. Et s'il faisait ça, tu vois, genre, tu pars d'ici et t'arrives comme ça, avec l'élan en mode, tu vois, si c'était là, vu que c'est bien serré, ouais, j'ai peur que... Ouais, je sais pas. Comme ça que j'imagine après, hein. Mon imagination. Bon, donc le Thomas il va même pas gagner une manche, tu me dis. Il aura Donc, le gagner numéro... sa catégorie, déjà, pas gagner une manche. Il aura le numéro 22. Ah, c'est le Lorenzen l'année dernière. Exactement. Bon, ben voilà, quelles sont les chances pour les États-Unis, la France tu mets combien de pourcents de chances de victoire pour les États-Unis, combien de pourcents de chances de victoire pour la France sur ces Ah, je sais pas, parce que c'est pareil, du coup, faut que j'y vise 100 parce que moi, je compte l'Australie dans les prétendants, là, pour la victoire. Eh ben vas-y, ton pourcentage, France, Australie, Il y a qui États-Unis. en Espagne, Fernandez, c'est qui le mix 2? Oliver. Son prénom, j'ai pas noté, parce que Ouais. je saurais même pas le prononcer. Mais... France, Australie, USA et Pays-Bas. C'est les 4 que je vois pour la victoire. Ouais, les Pays-Bas, ils ont une équipe costaud. Hein. Ils ont fait une très mauvaise performance l'année dernière. C'est pour ça qu'ils sont si bas dans le classement là. Mais... Ouais. Et du coup... Par contre, quand même que l'année dernière, les Pays-Bas ont fait pire que la Slovénie. Ah ouais, donc la Slovénie, déjà, c'est qualifié. Je sais même pas. Ouais, non, je sais pas, parmi les 4, déjà, lequel je mettrais favori, ouais, je mettrais la petite France quand même. La France, et parce qu'après, Australie, c'est très costaud. Hein. Ouais, l'Australie, c'est très costaud. Ah, mais d'ailleurs, j'ai inversé. Lorenz, ouais. on a les deux Lorenz en MXGP et en Open, et Kyle Webster, je crois, et en MX2. Ouais, donc après, entre USA et Australie, par exemple, tiens, je vois peut-être... remarque Webster face à Webb, Tomac Lorenz, Plessinger Lorenz. Je vois les Lorenz un peu au-dessus de Tomac et Plessinger, tu vois, en termes de résultats, je les vois devant. Ouais. Par contre, Webster Webb, en vrai, je me demande s'il n'y a pas de match. Donc tu vois, je crois que je mettrais même l'Australie 2 du coup, et USA 3. Parce qu'après, j'avais dit, il y a les Pays-Bas aussi, putain. Ah ouais. 3, ouais, je sais pas, entre les deux, là, USA ou Pays-Bas. Je mettrais USA devant et Pays-Bas derrière, même si De Wolf il va manger Webb. Même si il y a juste Plessinger qui, je pense, mange Koldenhoff. Et Plessinger, il peut faire un ou deux de la catégorie Open, en fait. Hein. Peut-être Fernandez, allez. Peut-être que Fernandez peut finir. Geerts, ça dépend, mais Geerts, il a pas fait il est revenu en Grand Prix ou pas, Geerts? Là. Oui, je crois qu'il a essayé de revenir en Suisse, puis au final, il a pas roulé parce que c'était pas bon. Et je sais pas s'il a roulé après en Turquie et en Chine. Je sais pas, mais du coup, Erling Tomac, mon avis, Erling, c'est loin quand même. Non, t'es un fou. Webb, Erling, c'est fini, il est trop vieux. Il mange Webb et Koldenhoff, Plessinger, à mon avis, il y a match, tu vois, parce que Koldenhoff, les nations, il se transcende un petit peu. J'ai vu qu'il avait gagné une qualif il y a pas très longtemps en GP. Ouais, mais dans le sable, en Hollande. Hein. Bon, il a gagné une qualif à la maison, Koldenhoff, hein, attention. Ah ouais? Ah ouais, en Angleterre, il gagne pas une qualif. Hein. Je veux pas paraître condescendant comme ça. Mais... Ouais, mais je sais pas, parce que Plessinger, du coup, mais c'est vrai que tu vois, je me dis, c'est pour ça qu'il y a un peu match sur papier, je mettrais Plessinger devant Koldenhoff, mais après, quand tu prends en considération. C'est vrai que Koldenhoff, il est à la Hollande, ce que Paulin était à la France. Ouais. Donc, c'est pour ça, ouais. Donc, tu mets la France, Australie, USA et... Hollande 4. Hollande 4. Mais genre, je mettrais presque une égalité de points entre les USA et... Ouais, après, il y aura quand même un score qui sera retiré aussi. Ouais. C'est sur le joker que tout peut se jouer. Bon, on verra pour la météo. J'ai regardé un petit peu sur internet la météo pour les nations. J'en ai combien de temps avant là? On est 2 semaines. Même pas. Moins de 2 semaines maintenant. On est mardi. Donc là, c'est pas ce week-end, c'est le suivant. Ah ouais, il y a la finale du France féminin aussi, du coup, en tant que les nations. Ah ouais? Ouais. Ah, tu seras à la finale du France, du coup? Ben, je sais pas. C'est en discussion. Ok. C'est où la finale du France féminin? À Clastres. Je diffuserai sur grand écran. C'est pas très loin, ça, Clastres. Pas très loin de nous, qui sommes en région parisienne, voilà. Il y a 1h30 de mais il rediffuserait les nations sur grand écran, tout ça, mais bon, tu connais. Mais après, les nations, c'est samedi, dimanche.
Ouais. Et là-bas, la course, je crois qu'elle est samedi pour le France féminin. Donc, si c'est que les qualifs que je raterai et que je dois rattraper le samedi soir, et moi, avec le samedi, du coup, je suis au France. Et, Ok. et le dimanche, du coup, devant la télé. Mais faut que je vérifie quand est-ce qu'elle est la finale du France féminin. Puisque il y a des titres peut-être qui vont être délivrés pour les Yamaha New Bike X MGT. New Bike X, c'est ça le nom du team? Non, mais, Les non, Yamaha New mais Bike non, décorés par MGT Design. MGT, Moi, je compte sur MGT pour me décorer mon sapin de Noël cette année. en plus. Bon, allez, on va finir sur une petite question quiz. Mais attends, juste avant, t'as pas dit, toi, tu verrais qui gagner ton ordre là parmi. Tomac. Non, mais les nations, là. Tomac, il gagne les nations, à lui tout seul. Non, mais moi, je veux voir Tomac gagner sa catégorie et la France gagner le général. Voilà. En vrai, je pense que Fèvre, il peut faire podium en MXGP. Vial, il peut gagner la catégorie MX2 et Renault, il peut gagner la catégorie Open. Même si avec Hunter Lawrence, il peut faire 1 ou 2, quoi, Renault, mais normalement, il ne devrait pas faire pire que 2. Donc, je pense qu'en fait, notre gros avantage, ça va être Vial en MX2 et Webster, il est ni d'Adam ni d'Eve, mais... Et si, il est venu rouler un peu en. Ouais, en il est venu, il a fait Red Bud en 450. Pas que. En quoi ça me dit ce qu'il va faire à Matterley en 250, quoi. Pas Enfin, que. En plus, s'il pleut, la Genfelder, il est bon dans la gadoue. Il y a Sacha Konen, il y a De Wolf. Elle a une petite bataille Vial De Wolf. Ah ouais. Je vais être content de voir ça aussi. Hein. Mais je pense que la France a peut-être le plus de chances de gagner sur le papier. Même si, purement en fait basé sur, je pense qu'on a un gros avantage sur, on est un peu désavantagé en termes sur nos pilotes 450, les deux à mon avis. Mais on a un gros avantage, je pense, sur le pilote MX2. Ouais, attention, parce que Conan. Ah ouais, mais c'est. Non, Sacha Konen. Ah oui, c'est Sacha. Face à Vial, Ouais. il y a rien. On a que c'était. C'est pas pour manquer de respect ou quoi, mais. Ouais, c'était pas l'autre. Enfin, t'as vu comment il a roulé l'année dernière, Vial. Moi, j'attends la même performance. Hein. Ouais. Après, on va voir quand même la météo. Tu seras pas déçu. Parce qu'on a été déçus en motocross en SMX de Vial. Mais l'année dernière aussi, il était déçu en motocross en SMX de Vial et il s'est refait aux nations, tu vois. Ouais, en France. Parce que je criais derrière lui. C'est vrai. C'est grâce la France a gagné grâce à Mister Wrap. Hein. D'ailleurs, on peut aller voir sur TikTok. Enfin, tu peux aller voir sur TikTok tout seul. Quand on descend un petit peu, on arrive aux vidéos des nations et j'étais très proche de Vial justement. J'étais la proximité qu'on a tous les deux sur cette test. Tu as donné des petits conseils d'ailleurs pour le départ. Ouais, je vais expliquer un peu comment relâcher l'embrayage puisqu'il avait tendance un peu à foirer ces derniers temps. Ah ouais, ok. Ouais. C'est vrai que toi en plus t'es connu pour être un bon starter. C'est ça. Je me demande si un jour, tu sais, c'est comme le passage en 450. Je me demande si un jour je passerai en 450. Ça, je sais pas, je suis presque sûr que non. Ou peut-être quand je serai vieux, tu sais, justement, que j'ai envie de comme ça, genre, vraiment que voilà. Ou, mais par contre, je me demande si un jour je vais faire un all shot, par contre. Ça, j'ai jamais fait de shot. Peut-être qu'un jour tu vas faire une course où vous serez 16 derrière la grille et là t'as une chance, tu vois. Un achat, même 36, 40, genre, foot, moi, je vais sortir de là. Bon, Jet, il a gagné 8 Supercross cette saison. Il en gagne combien en 2025? 10. Bon, voilà, fin de podcast, les gars. Il a gagné 8. Plus de la moi. Non, presque. Ouais, non, je pense qu'il a gagné. Ouais. Moins autant ou plus. 8 ou plus? Ouais, je vois pas en gagner. Ouais. Ce serait ma réponse. C'est fou parce que du coup, je regardais un petit peu ses résultats. Et jusqu'à 4 épreuves de la fin, je crois, il avait que 5 finales de gagner. Et il en a gagné 3 à la suite sur la fin et il a pas gagné la dernière. Mais ouais, pendant super longtemps, il avait plus de victoires que les autres, mais pas beaucoup plus, quoi. Ouais. Puis après, c'est vrai que quand tu commences à atteindre 8, ça fait pas mal. Et oui, Matt Stewart, bienvenue. Salut. Bon, tu nous attrapes un petit peu à la fin, là, mais la bonne nouvelle, c'est que tu pourras rattraper cet épisode soit en audio sur Spotify et Apple Podcast, soit en vidéo sur YouTube. Puisque là, voilà, on termine sur la prédiction de Mr. Brap qui nous dit que Jet va gagner encore 8 Supercross ou plus l'année prochaine. Il nous gagne les 3 titres. Ou Chase, il en dérobe un, là.
j'aimerais bien toujours partager entre ce que je veux voir et ce que je pense. Parce que, bon, Jet, tu vois, à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire, oui, il gagne les 3, tu vois, s'il n'y a pas de blessure, de rien. Mais j'ai pas envie, quoi. Moi, j'ai envie qu'il y ait de la bataille, là. Alors, doucement, c'est le King Jet. Personne ne lui arrive à la cheville techniquement. Personne ne lui arrive à la cheville techniquement, c'est vrai. Alors, cependant, pour l'instant, il a 8 victoires en Supercross. Le King, ça reste Jeremy McGrath avec ses 72. J'aimerais remettre l'église au milieu du village, comme disait Jean. Il lui faudra à peu près, il faut quand même des saisons, hein. On gagne que 8. C'est un prince à la limite, Jet, si vous voulez. Il nous faudrait 10 saisons, quoi, pour, sur ce rythme-là de 8 victoires de Supercross par saison pour, Ah ouais, je peux 80, quoi, Après, à la fois, il a 21, ça lui ferait 31. McGrath, il a une saison où il a gagné 15 courses. Hein. Ou 14 sur 15. C'était soit 15 sur 16, soit 14 sur 15. Ouais. Donc, il était chaud, hein, il était chaud. Mais, non, moi, j'avoue que le Supercross 2025, je suis content que Thomas qui revienne, mais j'espère qu'il va gagner quelques courses. Je le vois pas forcément, j'espère qu'il sera capable de rivaliser avec Jet, mais j'y crois moyen. En revanche, j'y crois pour la outdoor, tu vois. Avec juste ce qu'on a vu de Ironman, où il était pas encore en Supercross, parce que c'était que sa deuxième course de retour. Et là, ce qu'on a vu en SMX, je me dis que Tomac, il a peut-être plus de chances de réduire l'écart en motocross qu'en Supercross. Bah, si c'est encore Rutschid, plein d'ornières, Oui. comme l'année dernière, à mon avis, enfin comme cette année, ouais, à mon avis, il réduira pas parce que lui-même il le dit qu'il est pas à l'aise dans ces conditions-là et tu vois que justement la technique de Jet tout de suite lui donne un avantage fort dans ces pistes trouées en pleine d'ornières. Par contre, si on retrouve des supercross un peu durs, un peu secs, il y a moyen, hein, parce qu'effectivement, tu vois ce qu'on a vu en SMX sur des pistes un peu dures, un peu sèches, voilà, il est bon et même lui il le disait que c'était les textures qu'il préférait. Donc ouais, j'aimerais bien retrouver un peu de supercross comme ça aussi pour que les pilotes retrouvent un peu d'aisance aussi à pouvoir changer de trace, voilà, plus facilement naviguer sur la piste. Ce soit aussi un peu moins dangereux pour eux, hein, parce que quand tu dois envoyer des triples à chaque fois et que tu dois arriver dans 5 cm de largeur, c'est pas évident. Et ouais, après moi c'est vraiment le SMX qui me dit que ça pourrait être pas mal pour l'année prochaine en outdoor et le SMX qui suit. Mais ouais, j'aimerais bien qu'en Supercross il y ait du match là entre plein de mecs là. Ouais. Et bon, j'ai bouffé ce que j'allais dire. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là du coup. Merci à tous de nous avoir suivis. Du coup, il y aura pas de podcast la semaine prochaine. On va attendre après les nations pour faire un petit débrief des nations, hein, tout simplement. Et on en fera certainement un après autour du Supercross de Paris, une fois qu'on aura pris nos places et qu'on aura vu l'épreuve. Ouais. Voilà, Mister Brap, merci d'avoir été présent. Merci MGT Design de nous avoir suivis. Alors, on est sur ton TikTok, mais pour ceux qui nous verront en différé, vous le savez maintenant, hein, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram si vous avez une petite commande à passer. Textile, kit déco-moto, ils font même les pit bikes, les 50, les 500, ils font tout. Et c'est de la qualité. Et puis, il y a tout type d'options. Enfin, on l'a dit, on le redit, hein, mais drapeaux américains, français, holographiques, paillettes, métalliques, il y a tout. C'est ça. C'est vrai. Il y a paillettes si on veut. Ah oui. Il n'y a pas une option qu'on n'aurait pas qui existerait. Ok. Enfin bref, tout ce qui existe, on l'a quoi. Ah, c'est fort. Tout simplement. Bienvenue chez MGT les gars. D'accord avec toi pour le Mac, mais Jet, pilote du moment. Ouais, non, mais c'est clair que Jet... de toute façon, Carmichael, il arrête pas de dire que Jet, il y a moyen que ce soit le plus grand de tous les temps. Alors, c'est pour l'instant Carmichael qui a ce titre, mais il dit que Jet pourrait être le meilleur à ne jamais avoir fait de moto, quoi. Ouais. Ça se pourrait Donc, bien. on va voir. S'il va falloir, c'est, comme disent tous les autres analystes, hein, rester concentré, parce que c'est vrai que quand ça devient facile, peut-être qu'il risque de s'ennuyer un petit peu. Rester se concentrer, pas se blesser, quoi. Puis après, mais Hunter, il pourrait dire non, les gars, il atteindra pas 72, moi je vous le dis. Ouais. On va voir. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas. Donc à dans 2 semaines a priori pour un nouvel épisode en direct sur TikTok, en redifféré sur YouTube, Apple Podcast et Spotify. Merci à tous.